Quelles sont les contre-indications aux jeunes ? L'âge en soi, c'est pas un problème. On peut être très âgé et jeûner. Les gens qui font des calculs ou une colique néphrétique, en général, ils jeûnent pas au moment où ils font leurs calculs. Si vous prenez un traitement qui fait baisser votre taux de sucre dans le sang et qu'en plus vous mangez pas, AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À Votre Santé, bonjour et bienvenue à Votre Santé pendant le mois du Ramadan. Le docteur Walid Mekedem est avec nous. Bonjour doc. Bonjour Philippe, comment ça va ? Ça va, médecin généraliste. À Paris, vous partagez vos contenus votre contenu médical, c'est mieux, et pédagogique sur la chaîne YouTube qui porte désormais votre nom. Voilà, vous exactement. avez doublé Docteur votre Walid audience Mekedem. en un an. Parce que l'année dernière, quand vous êtes venu pour le mois du Ramadan, vous étiez à 60 000 et aujourd'hui vous êtes à 120 000. 130 000, même plus. Tout augmente, c'est l'inflation. Voilà, donc ça, c'est l'effet abonnez-vous Macron. en tout cas, ceux qui connaissent pas. Bien. Je me fais un petit coup de pub, je me permets. On va parler du Ramadan aujourd'hui. Observez le jeûne sans risque pour la santé. Vous allez partager avec nous un certain nombre d'indications médicales, docteur, tout en sachant qu'il y a beaucoup de variations individuelles et qu'au final, c'est du cas par cas. Donc, on va donner des cas un peu pour tout le monde, mais non, c'est vraiment du cas par cas. Ça, c'est important de le rappeler pour tout le monde. En tout cas, oui, c'est bien de le préciser parce que à la question est-ce que je peux faire le Ramadan, on ne peut pas donner une réponse qui pourrait s'appliquer à tout le monde. En fait, ça dépend de votre âge, de votre état de santé, de vos prises de médicaments, de votre prise de sang, enfin de plein de facteurs, franchement, à prendre en compte. Et c'est en fonction de ces différents facteurs qu'on peut vous donner une réponse. Je vous ai proposé un certain nombre de sujets. Vous avez refusé de parler de la grossesse parce que vous m'avez dit il n'y a pas de consensus sur la grossesse. Alors c'est vrai, tous les soirs l'imam est obligé de répondre à ces questions. Alors c'est vrai que déjà les questions de santé relèvent des médecins, donc ça c'est important de le souligner, mais il n'y a pas de consensus vraiment sur la grossesse. La grossesse, franchement, c'est quand même compliqué à aborder. Toutes les grossesses sont différentes. Bon, de base, la grossesse, c'est pas un problème de santé. C'est pas une maladie. C'est pas une maladie, la grossesse. Après, effectivement, il existe des grossesses qui sont dites pathologiques. Pour le coup, là, on est avec une grossesse et un problème de santé lié à la grossesse. Donc là, ça peut devenir un petit peu plus compliqué. Mais si la grossesse est normale, se passe normalement, même en étant, on va dire, sans soucis médicaux associés, elle peut être compliquée dans le sens où le premier trimestre, chez beaucoup de femmes, c'est difficile. Les nausées, les vomissements, même si on n'entre pas ça dans le cadre d'une grossesse pathologique, c'est une grossesse normale, mais souvent, le premier trimestre, c'est compliqué. Et le dernier trimestre, souvent, c'est le trimestre où on a pris beaucoup de poids, où le ventre est très lourd, où on fait de la rétention d'eau, où on est très fatigué, où travailler, ça devient compliqué. Et pourtant, on reste dans le cadre d'une grossesse normale. Donc, à la question, est-ce qu'on peut jeûner ou pas, sachant que les besoins, en plus du bébé, varient beaucoup aussi en fonction du terme. C'est difficile de donner une réponse. Franchement, si je devais dire quelque chose, c'est vrai que sur les jeûnes très longs d'été, franchement, je déconseillerais. Sur les jeûnes d'hiver, où on a des durées beaucoup plus courtes, c'est compliqué d'être très tranché sur le sujet. Ça dépend vraiment de la grossesse, si elle est normale ou pathologique, du terme de la grossesse, des problèmes de santé associés, du désir de la maman, du moment de l'année dans lequel on se trouve, de la durée du jeûne et finalement de la perception aussi de son corps par la mère. Oui, et la grossesse n'est pas une maladie, mais c'est pas non plus un état normal. C'est vrai, on va dire le corps change beaucoup. D'ailleurs, il faut savoir que la prise de poids, par exemple, normale sur une grossesse, elle peut varier de 9 à 20 kilos. Donc, vous voyez, pour certains, c'est un petit peu le choc aussi. Après, justement, seulement 9 mois, 20 kilos en plus, ça peut faire beaucoup. Ça peut faire beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui changent. Des fois, même la peau se modifie. On peut avoir des vergetures qui apparaissent, qui n'étaient pas là. La peau qui se plie. Enfin, beaucoup de choses. Beaucoup de choses se modifient. On peut avoir des taches aussi. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Mais la grossesse, c'est beaucoup de changements. Voilà. C'est pas forcément anormal, ça entre dans le cadre souvent de grossesse dite normale, mais comme je l'ai dit, on peut avoir des grossesses qui sont dites compliquées, pathologiques, bref, la grossesse c'est tout un sujet. Donc Ramadan et grossesse, ça c'est compliqué, j'ai pas envie de dire des bêtises et d'induire les gens en erreur. Ce que je dirais, c'est aller voir votre médecin, il vous connaît bien, parlez avec lui et surtout voyez aussi comment vous sentez les choses, mais surtout vous mettez pas en danger, parce que si vous vous mettez en danger, vous mettez en danger vous et le bébé. Quelles sont les contre-indications aux jeunes ? Vraiment contre-indiquées. Alors, faudrait faire un listing. Ça va être compliqué. Je peux reformuler un petit peu ? Allez-y. Venez là. Je vais à votre place.
Non, mais déjà, il y a une question que les gens se posent. C'est est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on peut plus jeûner ? Est-ce que je suis trop vieux pour jeûner ? Bon, ça, en général, c'est pas les gens qui se posent la question, c'est leurs enfants qui posent la question. c'est vrai. Ouais, parce que les personnes âgées qui ont jeûné toute leur vie ont du mal le jour où on leur dit non, tu ne dois plus jeûner. Et c'est même religieusement péché que de le faire. Elles veulent pas, elles ont toujours jeûné. Et donc comment est-ce que vous répondez à cette question ? Parce que l'âge, finalement, c'est un indicateur, mais pas forcément. Voilà, exactement. Il y a différents âges. En fait, l'âge civil, ça ne compte pas. C'est votre âge physiologique qui compte. Et ça, on a plein d'exemples autour de nous, de gens qui ont 50 ans et qui sont en très mauvais état de santé, contrairement à des gens qui en ont 80, qui prennent aucun médicament, qui sont en pleine forme, qui se sentent bien et qui peuvent jeûner en fait sans souci. Donc l'âge en soi, c'est pas un problème. On peut être très âgé et jeûner. Ce qui compte, c'est plutôt l'état de la machine. Si vous êtes entre guillemets bien abîmé, là ça peut devenir compliqué, mais en fait ça peut arriver beaucoup plus tôt que prévu dans notre imaginaire. Donc c'est pas une question d'âge. Pourquoi c'est plus compliqué de jeûner avec l'âge ? Quels sont les dangers de jeûner ? Alors, bonne question, parce que en fait, l'âge va pas forcément être un problème. C'est tout ce qui va venir se cumuler autour de l'âge. Et en général, c'est quoi qui se cumule ? C'est les soucis de santé. Donc, dès qu'on entre dans le cadre de quelqu'un qui dit, on va dire, polypathologique, on va dire, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Aujourd'hui, on prend une personne lambda de plus de 70 ans en France. Pas chez tout le monde, mais chez quand même beaucoup de personnes, on va trouver peut-être un diabète, une hypertension, peut-être les reins qui fonctionnent un petit peu moins bien. Bon, c'est déjà pas mal, hein, pas besoin d'aller chercher plus loin. Et chacun a un petit peu sa petite combinaison. Donc c'est vrai qu'arrivé à un certain âge, aujourd'hui, les gens cumulent des petits problèmes de santé qui sont pas forcément non plus majeurs, mais qui sont souvent bien équilibrés parce que justement il y a un traitement, parce qu'il y a un régime de vie à côté, et c'est vrai que le jeûne peut venir casser un petit peu l'équilibre, et c'est quand on casse l'équilibre que ça peut devenir dangereux. Alors pour les personnes âgées, on parle souvent de personnes qui ont plus de mal à percevoir la déshydratation, par exemple. C'est vrai, ça c'est vrai. C'est vrai, donc quand on monte en âge, en fonction aussi de notre état physiologique, on peut avoir des difficultés à percevoir la sensation de soif. Ça c'est bien vu d'ailleurs avec les épisodes de canicule. Donc ça c'est vrai. Après, est-ce que ça changerait quelque chose dans la pratique du jeûne ? Parce que la sensation de soif, soit on la sent, soit on la sent pas durant le jeûne, mais c'est pas vraiment ça qui va amener quelqu'un à le rompre. C'est-à-dire justement, si une personne même âgée fait le jeûne, qu'elle sent qu'elle a soif, elle va se dire justement, elle est là la difficulté, donc je continue mon jeûne, je me sens bien, je le fais. Et au contraire, si elle sent pas la soif, ça va l'encourager tout de même à continuer en se disant je pète la forme. Donc c'est vrai qu'avec l'âge, on peut perdre cette sensation, mais est-ce que ça va influer sur la difficulté ou la capacité à jeûner ? Ça n'a pas trop d'influence, mais c'est quelque chose de bien savoir, c'est vrai. On ne boit pas pendant le mois de Ramadan. Et là, pour l'instant, une des questions qui revient souvent, même s'il n'y a pas énormément d'études dessus, c'est est-ce que la pratique du jeûne du Ramadan peut avoir des conséquences sur l'état de santé des patients qui sont atteints de maladies rénales ? Alors, faut savoir faut compter un petit peu sur quelle journée on est, quel type de jeûne, parce qu'on n'est pas non plus sur des jeûnes hyper long maintenant, hein, donc faut rester simple aussi, hein. C'est-à-dire qu'en dehors même du jeûne, on peut arriver à n'importe qui de se retrouver sur une longue période sans avoir bu, sans qu'il y ait forcément de conséquences. Là, la difficulté, elle va être peut-être dans l'enchaînement des jours. Après, effectivement, si on veut protéger ses reins, il est important d'avoir une bonne hydratation. Et c'est sûr que si pendant 14-15 heures on ne boit pas, ça peut être compliqué. Mais là, il faut faire du cas par cas, parce qu'on peut avoir les reins qui sont un petit peu défectueux, ce qu'on va appeler la maladie rénale, l'insuffisance rénale, mais il y a différents stades. Tout le monde n'est pas égal. On a des insuffisances rénales légères, modérées, sévères, et c'est en fonction plutôt de ce critère qu'on va se dire là, jeûner, ça risque d'être compliqué. Mais disons que quelqu'un qui est entre guillemets bien portant, qui n'a pas de soucis de santé, qui ne prend pas de traitement, et qui a une insuffisance rénale modérée liée tout simplement à son âge, parce qu'en fait
clairance rénale, enfin la fonction du rein, elle diminue de manière physiologique avec le temps, avec l'âge. Chacun son rythme. En fait, c'est un phénomène aussi naturel. Donc, c'est sûr que si vous prenez une personne de 80 ans, elle aura peut-être pas la même fonction rénale de quelqu'un de 40 ans, mais sans forcément que ce soit un grand souci. Bon, il faut rester prudent chez ce type de personnes, mais est-ce que ça va contre-indiquer forcément le jeûne, sans être dans un jeûne abusif d'une semaine? Enfin, encore une semaine sans boire, c'est pas possible, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, pas forcément. Maintenant, si on est chez quelqu'un, pas forcément très âgé, mais voilà, 65, 70 ans, insuffisance rénale sévère, 1 ou 2 médicaments, on ne peut pas prendre le risque de se retrouver dans un état de déshydratation qui ferait qu'on ferait une insuffisance rénale aiguë sur justement notre insuffisance rénale chronique. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire par exemple à des malades qui souffrent de calculs rénaux, qui sont récidivants, ou de ce qu'on appelle les lithiases rénales? Alors, bonne question. En fait, les calculs rénaux, souvent on pose la question, est-ce qu'il y a un régime particulier? Est-ce que je dois boire tel eau? Bonne question. Là, le problème, c'est que des calculs rénaux, il y en a de différentes sortes. Pour avoir la réponse à cette question, il faut analyser le calcul rénal et savoir de quoi il s'agit. Donc, par exemple, il y a des calculs rénaux qui sont très fréquents, ceux qui sont composés d'oxalate de calcium. Et en fonction de la composition, on va dire, c'est peut-être telle eau qui sera la meilleure. Plus indiquée. Ouais. Plus indiquée. Mais en fait, si c'était un autre calcul, ce serait une autre eau. Vous voyez ce que je veux dire? Ou ce serait tel type d'aliment. Donc, c'est difficile de donner des conseils alimentaires. La seule chose qu'on peut donner en conseil, c'est de bien boire, de bien s'hydrater. Maintenant, voilà la question, est-ce que le jeûne... Si on a tendance à faire des calculs, est-ce que rester 30 jours sans boire pendant la journée, ça peut augmenter le risque de faire des calculs? Bonne question. Alors, je ne vais pas être tranché, j'aurai pas de bonne réponse à donner. Je pense que ça peut quand même favoriser. Maintenant, il faut savoir que les gens qui font des calculs ou une colique néphrétique, en général, ils ne jeûnent pas au moment où ils font leurs calculs. Ça arrive même en dehors du jeûne. Les personnes sous dialyse, c'est exclu. Ah ouais, non, c'est pas possible. Enfin... Oui, non, c'est parce que quand on est sous dialyse, c'est qu'on est en insuffisance rénale terminale. Le rein ne fonctionne plus. On est obligé d'être branché à une machine pour faire sortir le sang, le nettoyer, le remettre. Bon, insuffisance rénale. Et en général, on a d'autres problèmes de santé associés parce qu'on n'est pas arrivé au stade d'insuffisance rénale terminale comme ça. En général, c'est qu'il y a des problèmes de santé liés qui nous ont amenés à avoir des reins qui ne fonctionnent plus du tout. Voilà, jeûner pendant le mois du Ramadan en pleine santé. On en parle avec le docteur Walid Mekedem. On va parler du diabète. Là aussi, il y a autant de diabète que de patients diabétiques. Oui, le diabète, c'est compliqué parce que c'est vrai que ça diffère beaucoup en fonction des patients, entre ceux qui sont diabétiques type 1, ceux diabétiques type 2. Bon, sachant que diabétique type 2, c'est quand même la majorité, c'est 90% des diabétiques. Mais chez les patients diabétiques de type 2, on a ceux qui sont très bien équilibrés, ceux qui sont très déséquilibrés, ceux qui ont un traitement, ceux qui en ont plusieurs, ceux qui sont sous insuline. Donc, il faut vraiment faire en fonction de chacun. L'ennemi, c'est l'hypo. C'est l'hypoglycémie. Alors, on explique aux gens. Alors, l'hypo, c'est très important justement de savoir la reconnaître parce que c'est très dangereux une hypo. On peut mourir d'une hypoglycémie, on peut faire un coma à cause d'une hypoglycémie. Donc, il y a des signes à savoir. Donc, mais je pense que tout le monde sait un petit peu... Enfin non, tout le monde ne sait pas forcément la reconnaître, donc c'est important d'en parler. Voilà, les sensations de malaise, les mains qui tremblent, les sueurs, l'irritabilité, la sensation justement aussi de faim qui peut s'associer. Bon, c'est important d'avoir la connaissance de ces symptômes pour pas que l'hypo s'aggrave et qu'ensuite elle dégénère en problème neurologique. D'ailleurs, il faut savoir qu'en médecine, il y a un truc qui dit que tout problème neurologique d'apparition aiguë est une hypoglycémie jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que demain, même si vous faites des signes d'AVC, la première chose que le SAMU va faire quand il va arriver vous voir, il vous fait un dextro pour voir si vous n'êtes pas en hypo. Et des fois, ça peut être juste une hypo. Et on vous resucre et bam. Alors, une dextro, c'est... Un dextro, c'est quand on vous pique au bout du doigt, prendre un peu le sang et voir le sucre, le taux de sucre dans le sang. Donc, tout déficit neurologique, etc., d'apparition aiguë, ça peut être une hypoglycémie. On élimine ça. Si c'est pas ça, on cherche quelque chose d'autre. Mais du coup, c'est important de connaître les symptômes et de l'éviter. Toute personne qui a un diabète, qui décide de pratiquer le jeûne pendant le mois du Ramadan, doit savoir que certaines situations peuvent l'obliger à rompre le jeûne. Oui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les hypos, quand on est diabétique, elles sont favorisées par les traitements. Parce que de base, le diabète, c'est l'inverse. On a du sucre qui monte. Et comment ça se fait qu'en étant diabétique, on va avoir le sucre qui baisse? C'est parce qu'on prend des traitements pour faire baisser le sucre. Logique. Normalement, il n'y a pas de problème. Mais si vous prenez un traitement qui fait baisser votre taux de sucre dans le sang et qu'en plus, vous ne mangez pas,
Bon, bah, ça fait ça, plus ça, on a facilement des hypos. Donc, il faut savoir les traitements, en fait, qui donnent des hypos. La plupart des gens, quand même, qui ont un diabète de type 2 vont être, par exemple, sous metformine. Bon, il faut savoir que ce traitement, il ne fait pas d'hypo. Donc, vous êtes diabétique, plutôt bien équilibré, bon, même si c'est un peu haut, mais que vous avez juste le traitement metformine, bon, vous risquez pas grand-chose. D'accord ? Par contre, si vous avez des traitements comme ce qu'on appelle des sulfamides hypoglycémiants, bon, bah ça peut donner des hypoglycémies. C'est dans le nom de toute manière. Si vous ne savez pas ce que vous prenez, bah demandez à votre médecin, est-ce que mon médicament peut me faire des hypos ? Et du coup, si vous prenez un sulfamide et que vous jeûnez, bon, il y a un risque. Donc, à voir avec le traitement, avec le médecin. Est-ce qu'on modifie la dose ? Est-ce qu'on switch ? Comment on fait ? Mais est-ce que je fais régulièrement des hypos ? Est-ce que je sais les reconnaître ? Ou c'est plutôt l'inverse ? Est-ce que je suis souvent en hyperglycémie ? C'est des choses à savoir. Et pareil pour l'insuline. Attention, l'insuline. Si vous prenez de l'insuline, mais ça, il n'y a même pas besoin de jeûner. Je veux dire, combien de personnes font des hypoglycémies sous insuline ? Parce qu'elles ont sauté leur collation, leur déjeuner, elles ont quand même pris leur dose d'insuline. Après, elles vont courir un petit peu parce qu'elles sont en retard, ou elles vont faire leur footing. Paf, hypo. Donc, c'est très fréquent, même en dehors du jeûne. Donc, quand on est sous insuline, si on veut jeûner, oulala, attention, hein. Donc, je dis pas que c'est impossible, mais c'est vraiment à bien encadrer médicalement. Et surtout, être très vigilant par rapport aux hypos, savoir les reconnaître, et surtout avoir à disposition de quoi contrôler sa glycémie, et surtout de quoi se resucrer. Alors, à quelle fréquence pendant le mois de jeûne faut-il contrôler sa glycémie ? Dans l'idéal. Dans l'idéal, franchement, alors ça c'est mon conseil, hein, c'est tiré de nulle part. Je conseillerais quand même de le faire au milieu de journée. On va dire que le matin, bon, ça sert à rien, c'est la vie de tous les jours, hein. Vous mangez le matin, vous faites votre matinée, il n'y a pas forcément besoin de prendre la glycémie. Mais si dans l'après-midi, on peut le faire, si on a des traitements justement qui font baisser le sucre, ça peut être une bonne chose. Mais après, ce qui est important de faire aussi, c'est de le faire après manger. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le diabète, c'est quelque chose qui doit rester bien équilibré. Et si, après avoir mangé le soir en vous resucrant, vous avez des pics à 4 grammes par litre de sang, c'est pas bon en fait, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est soit vous mangez mal le soir, vous mangez trop, soit votre traitement il est pas adapté. Un mois comme ça va être compliqué. Donc il faut peut-être contrôler dans la journée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut contrôler si vous avez des symptômes qui vous font penser à une hypo. Et c'est quand même bien de vérifier 1 heure après le repas, de voir si vous montez pas trop haut. Est-ce que le corps arrive quand même à bien se réguler ? Je tiens à souligner que normalement une glycémie normale, même après avoir mangé, ça dépasse pas 2 grammes. Si vous êtes diabétique, bon, on va dire que c'est rien, il n'y a pas de choc, on n'est pas surpris si vous êtes à 2,6 grammes, même si c'est beaucoup, on en voit tout le temps. Si maintenant vous faites le dextro, vous êtes à 4,5, ouf, non, c'est beaucoup trop. Un des problèmes, je ne sais pas si c'est un problème, un des principaux risques pendant le mois de Ramadan, c'est la désorganisation de l'alimentation, qui de toute façon est souvent plus riche et plus sucrée que le reste de l'année. On mange pas, il y a une vraie rupture des habitudes alimentaires. Oui, c'est vrai, ça c'est... ça c'est pas bien, hein. Je veux dire, ça concerne pas que les patients, les diabétiques ou les personnes qui ont des problèmes de santé, ça c'est... Toutes les personnes devraient... prendre, le jeûne au sens de ce qu'est un jeûne. Voilà, le jeûne, c'est pas je jeûne pendant 10, 14 ou 16 heures pour ensuite manger l'équivalent de 3 fois le nombre de calories que j'aurais mangé sur une journée où je n'aurais pas jeûné. Donc, mais c'est même la nature de ce qu'on mange qui peut changer pendant le mois du Ramadan. C'est vrai, des aliments très riches. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui disent oui, je grossis alors que je mange pas tant que ça. Mais il y a quelque chose dont on ne parle pas, c'est en fait la densité calorique des aliments, hein. Je veux dire, un tacos, ça peut paraître pas grand-chose, c'est un rectangle comme ça, de 15 cm. On dit, oh, j'ai mangé que ça, bon, ça fait 1500 calories. C'est la moitié, voire plus pour certains, des apports en calories que vous auriez dû avoir en une journée sur un rectangle que vous avez mangé en 10 minutes. Donc la densité calorique, c'est important. C'est vrai que le soir, si vous rompez le jeûne et que vous mangez des aliments ultra riches, c'est pas bon quoi, mais jeûne ou pas jeûne, maladie ou pas maladie. Oui, c'est-à-dire que shorba avec peut-être une petite brique et un plat, ça... La grosse brique, c'est pas la petite brique, hein. Soit de toute façon, il y a ceux qui sont grosses briques, soit il y a ceux qui sont petites briques mais qui en prennent 10. Bon, alors pour en finir avec ceux qui sont diabétiques, donc quelles sont les recommandations que vous donnez, docteur Mekedem ? Déjà, voir avec le médecin.
D'accord, voir quel traitement vous prenez. Est-ce que vous prenez un traitement qui donne des hypoglycémies? D'ailleurs, est-ce que vous savez reconnaître vos hypos? Est-ce que vous savez justement faire un dextro et surveiller? Importance de surveiller durant la journée et après les repas. Et surtout, essayez de manger, on va dire, le mieux possible sans prendre des aliments qui vous font monter votre glycémie. Et ah oui, j'aimerais proscrire quelque chose. Je vais le faire. Est-ce que je peux proscrire quelque chose? Bah ça dépend quoi. Comme je ne suis pas au courant, c'est difficile de vous dire oui. Alors oui, allez-y. Franchement, pendant le jeûne, surtout pour les personnes diabétiques, il faut arrêter avec les sodas. Ah ça, les sodas sucrés. Mais je sais pas si les gens se rendent compte en fait que une canette, rien qu'une canette, c'est l'équivalent de 5 carrés de sucre, voire 6. Oui, plus. Même plus. Mais du coup, qui devant vous ne vous choquerait pas s'il avalait 5 carrés comme ça? Donc vous imaginez, vous rajoutez, donc la canette c'est 33 centilitres, donc c'est l'équivalent d'un grand verre. Mais il y en a qui en prennent 3, des grands verres comme ça le soir. À ça, vous associez, comme vous avez dit, shorba, les briques, le pain, la galette, hyper riche en glucides, les dattes. Pour les dattes, c'est hyper sucré. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça. Il n'y a rien qui va en fait. Il n'y a rien qui va, que ce soit diabétique ou pas diabétique. Donc franchement, stop les sodas. S'il y a au moins quelque chose à faire, c'est ça. Au moins ça. Et ça pour tout le monde. Franchement, j'ai envie de dire pour tout le monde. Ou alors prenez du light, mais Alors après, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Il y en a qui vont dire ah non, le light c'est pire. J'ai envie de vous dire pire que les 6 carrés de sucre d'un coup en one shot sur un verre. Bon, je veux bien vous entendre. C'est quoi le pire en fait? Ça devrait être interdit sur les tables de mois de Ramadan. Bah franchement oui. Buvez de l'eau en fait. Buvez de l'eau. Arrêtez avec ces aliments ultra transformés, ces boissons hyper riches, sucrées. Contentez-vous d'un repas normal et de boire de l'eau. Ça suffira largement. Alors ça c'est pour le repas du soir. Qu'est-ce que vous conseillez pour le repas du matin? Bah franchement, conseiller, j'ai envie de dire manger quand même ce qui vous plaît, pour tenir, et manger quand même plutôt bien, histoire de pas avoir de fringales, mais sans vous remplir le ventre non plus, sans vous donner envie de vomir. D'ailleurs, il faut arrêter de penser aussi que vous tiendrez pas, quoi. C'est-à-dire que même si par malheur vous sautiez le petit déjeuner parce que vous êtes pas réveillé, etc. Bon, franchement, il faut savoir qu'un humain, on n'est pas des chameaux, mais on peut quand même tenir longtemps sans manger. Après, effectivement, dans ce cadre, aujourd'hui, on parlait des gens qui ont des soucis de santé, mais là, je parle aux personnes qui sont en pleine forme. Il va rien vous arriver, en gros. Oui, il y a un aspect psychologique qu'il faudrait peut-être aborder aussi. Oui, voilà, l'idée de je vais jeûner, donc je vais me gaver, histoire de pas avoir faim, mais en fait, non. Si ça se trouve, vous auriez mangé moins, peut-être que dans la journée, vous aurez moins faim qu'avec votre gros repas du matin. Je sais pas, ça à tester, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez manger normalement le matin et le soir, surtout si vous n'avez pas de soucis de santé. Surtout sur les journées qui arrivent, il va rien se passer. Il y a des gens, voilà, qui font pas le ramadan et tout ça, mais qui pratiquent le jeûne intermittent. Ils jeûnent 16 heures. C'est-à-dire sur une période de 16 heures, ils mangent pas du tout, et ils ont l'habitude de faire ça régulièrement. 16 heures, c'est long, c'est les jours d'été de Ramadan en fait. 16 heures, ouais, c'est ça à peu près. Donc, non, il y a des personnes qui jeûnent, qui ont l'habitude de jeûner, de ne pas manger. Si on n'a pas de soucis de santé, qu'on ne prend pas de traitement particulier, bon, c'est pas parce qu'on a raté le repas du matin ou du soir que c'est la fin. Et il y a ceux qui pratiquent le carême aussi. Oui, après, j'avoue, je ne m'y connais pas trop. Mais qu'il faut pas oublier parce que voilà, c'est en ce moment aussi. D'accord, et ils jeûnent aussi? Alors, c'est pas qu'ils jeûnent. Le carême, c'est manger moins, c'est manger maigre. D'accord, ok, voilà. Ça marche. C'est manger maigre. Mais ça, on devrait tous le faire, manger maigre, entre guillemets, manger moins. Ça, c'est quand même un problème, on mange trop. Je suis désolé, mais on mange beaucoup trop. Et je ne veux pas jeter des pierres aux autres sans m'en jeter moi-même. Moi aussi, des fois, je mange des assiettes qui, on va dire, me sont pas forcément utiles. Des fois, on mange parce que ça nous plaît et on a envie de manger 2 fois plus en termes de quantité, mais on mange beaucoup trop. On a des apports normalement caloriques journaliers qu'on devrait satisfaire, mais si vous faites le calcul chez beaucoup de personnes, vous êtes largement dessus. Et les personnes qui disent je prends du poids, beaucoup, des fois, il faut rester très simple. Faites le calcul, même si ça peut être un peu compliqué, et vous verrez que c'est quand même physique. Il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et bien pour la graisse, c'est pareil, le poids, il n'apparaît pas comme ça. Il y a un apport excédentaire en énergie, en calories, qui n'est pas forcément brûlé, consommé,
il est stocké, ça se transforme en graisse et en général, c'est quand on mange plus que ce qu'on devrait manger. Voilà, on parle des contre-indications aux jeûnes du mois de Ramadan avec le docteur Walid Mekedem, qui est médecin généraliste à Paris. Le jeûne du mois de Ramadan est-il un facteur aggravant chez les patients hypertendus ou cardiaques ? Bonne question. Alors, ça dépend aussi de votre état d'hypertension et des traitements que vous prenez. Si vous avez juste un traitement pour la tension, qu'en général ça va plutôt bien et qu'à chaque fois que vous allez chez le médecin, bon, non, ma tension est bien, bon, ça va pas forcément changer grand-chose. Maintenant, si vous êtes déjà à 2 traitements, et ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, les gens savent pas qu'ils ont 2 traitements parce qu'ils ont juste un cachet. Mais il y a beaucoup de médicaments pour la tension. En fait, ce sont des bithérapies, c'est-à-dire dans votre médicament, vous avez déjà 2 médicaments. Donc, on est déjà au stade où vous avez 2 traitements en fait pour l'hypertension avec un seul cachet. Ça, faut le savoir aussi. Il y a même des trithérapies pour l'hypertension. Donc, voilà, exactement. Donc comme toute maladie chronique, en fait, on peut avoir des déséquilibres, voilà, qui sont liés à des facteurs extérieurs. Le jeûne peut amener à déséquilibrer. Surtout peut-être, moi je dirais, c'est pas le jeûne qui va déséquilibrer, c'est plus le repas du soir. Parce que là, on parlait des excès sur le repas, mais qu'est-ce qui va faire que vous allez faire un gros pic de tension ? Par exemple, c'est par exemple les apports importants au sel. Bon, la shorba, je pense que c'est salé, je m'y connais pas en recette, mais je pense qu'il y a beaucoup de sel. Et je pense que dans tout ce que vous allez manger, même le pain, c'est salé le pain. Le pain, la shorba, tout ça, sel, plus sel, plus sel, plus sel. Bon, si vous êtes hyper tendu, je pense pas que c'est la journée de jeûne qui va vous faire monter la tension, mais c'est plutôt le repas du soir. Donc voilà, c'est comme les histoires de diabète en fait. Le soir, faut faire attention. Comment vous rompez le jeûne, comment vous alimentez. Comment vous buvez, parce qu'en soi, par exemple, si on se déshydrate, c'est plutôt l'inverse. Quand on est déshydraté, on a la tension qui baisse, en général. Bon, après, voilà, faut voir le soir ce que vous buvez. Est-ce que vous videz une cafetière ? Il y en a qui sont accros au café, qui aiment le café en tout cas. Bon, le soir, ça va enchaîner verre sur verre, sur verre, sur verre. À ça, vous ajoutez justement le sel. Il y en a en plus qui fument. Le soir, ils vont vous vider un demi-paquet de cigarettes. Ça fait monter la tension, paf. Et là, vous dites, oh là là, je suis à 18. Alors que la journée, ça allait en fait. Donc c'est surtout le soir, éviter les excès. Alors quels sont justement les symptômes qui pourraient amener à rompre le jeûne ? Pour l'hypertension ? Oui. C'est une bonne question parce qu'en fait, l'hypertension, c'est rarement symptomatique, sauf si on a des chiffres vraiment très excessifs, des chiffres incroyables, au-dessus de 20, où on peut avoir des gros maux de tête. Mais en fait, l'hypertension, oui, c'est assez vicieux. C'est pas trop symptomatique. Là où ce sera plus symptomatique, c'est plus l'inverse. Ici, on a une hypotension. Si la tension baisse, typiquement déjà les symptômes, on va dire les premiers qui arrivent en général, c'est quand vous levez trop vite et que vous avez la tête qui tourne. Bon, ça typiquement c'est de l'hypotension orthostatique. Donc hypotension, donc si ça vous fait à chaque fois, c'est que peut-être déjà la tension, elle est pas haute de base et quand vous vous levez d'un seul coup, c'est un phénomène, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça s'appelle l'hypotension orthostatique. Donc ça, il faut le savoir. Attention, surtout si vous êtes une personne âgée, vous faites une hypotension orthostatique quand vous levez, paf, vous tombez, vous cassez quelque chose, vous faites mal, vous restez de manière prolongée au sol, ça peut être compliqué. Donc voilà, l'hypotension, c'est la tête qui tourne facilement, quand on se lève, grosse fatigue. Bon, après, beaucoup vont mettre ça aussi sur le compte du jeûne, mais j'ai envie de dire que la tension, c'est un peu comme le diabète, et il y a un appareil chez vous, et sachez mesurer votre tension, et savoir c'est quoi un gros chiffre et c'est quoi un petit chiffre. D'accord ? Mais c'est vrai que la tension, ça peut être plus vicieux que le diabète pour le déséquilibre, mais sur la journée de jeûne, je dirais qu'on serait plus sur des hypotensions que sur des hyper, et ce sera plus ce soir, les hyper. Alors si j'ai bien compris ce que vous avez dit, au final, c'est pas le fait de jeûner qui va désorganiser la tension, c'est le fait justement, à la rupture du jeûne, d'avoir une alimentation déséquilibrée. Ouais, franchement, je pense. Et ce qui va beaucoup déséquilibrer aussi, je pense, c'est le sommeil. Sommeil fractionné, peut-être manque de sommeil, donc fatigue, manque de sommeil, nuit avec sommeil pas forcément réparateur, excès durant le soir à la rupture du jeûne. Tout ça cumulé, ça peut déséquilibrer la tension. Pour les maladies cardiaques, alors par exemple, il y a les maladies cardiaques chroniques, mais il y a aussi les personnes par exemple qui ont fait un infarctus récemment. Est-ce que les personnes qui ont fait un infarctus peuvent jeûner ? Alors c'est une bonne question, parce qu'en fait les personnes qui ont fait un infarctus, il faut savoir que quand elles sortent de l'hôpital, elles ont déjà 5 traitements. Ça, c'est la base. C'est des traitements, bon, ça peut vous paraître beaucoup, mais vous avez quand même fait un infarctus. Vous avez failli, je ne vais pas être trop pessimiste, mais y passer. L'infarctus, c'est pas rien. Vous avez des artères qui ont été
été bouchées au niveau du cœur. On a essayé de vous en déboucher certaines. Peut-être que pour d'autres, ça a été compliqué. Il y a une partie du cœur peut-être qui fonctionne moins bien maintenant. Bon, vous avez pas mal de traitements. Et du coup, qui dit pas mal de traitements, on revient sur les mêmes problématiques que diabète, tension. Dès qu'on en a plusieurs des médicaments, voilà, l'état de jeûne prolongé, la déshydratation, les problèmes associés, parce que pareil, un infarctus, ça peut arriver vous surprendre comme ça dans votre vie où il s'est jamais rien passé, mais souvent, c'est aussi des fois une petite conclusion à plein de petits trucs, donc qui se sont ajoutés. Le diabète pendant longtemps mal contrôlé, l'hypertension, pareil, très élevée, mal contrôlée. Donc en général, il n'y avait pas que l'histoire de cœur au départ. Donc souvent, quand on a quelqu'un qui a fait un infarctus, on est devant une personne qui a plusieurs soucis de santé, beaucoup de médicaments, qui n'a pas une hyper bonne forme sur le plan général. On parlait d'âge physiologique au début, pas forcément le meilleur. Là, souvent, la réponse, est-ce que je peux jeûner, sera pas forcément oui, mais ça, c'est à voir du coup avec votre médecin. Alors ça c'est pour l'infarctus. Il y a d'autres pathologies cardiaques, tout ce qui est insuffisance cardiaque. Ouais. Alors l'insuffisance cardiaque, alors là ce qui est je vais pas dire marrant, mais c'est un peu comme l'hypertension. Le gros risque là, ça va être le soir. L'insuffisance cardiaque, quand est-ce que alors je peux vous poser une question. À quel moment de l'année on voit beaucoup d'hospitalisations pour l'insuffisance cardiaque? Pendant le Ramadan. Non, c'est pas pendant le Ramadan. Non, non, c'est pas pendant le Ramadan. Non. Donnez-moi un indice, Doc. Je prends l'indice. Il fait froid. Pendant l'hiver. Ouais, pendant l'hiver, mais c'est pas à cause de l'hiver. C'est à cause de quoi? C'est à cause des fêtes de fin d'année. Exactement. Ouais. Et c'est là qu'on a un gros repic des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Pourquoi? Tout simplement, réveillon. Qui dit réveillon dit fruits de mer. Les huîtres, alors là. Fromage. Ouais. Voilà, oui. Alimentation extrêmement salée. Mais aussi l'alcool, ça joue, parce que l'alcool, ça peut donner des arythmies, mais vraiment, si on reste sur l'alimentation, c'est des alimentations riches et très salées. Et souvent, on est parti faire le réveillon chez quelqu'un aussi. On a peut-être oublié ses médicaments, même si c'est un jour, 2 jours. D'ailleurs, ça peut arriver pendant le Ramadan. Oh, j'ai oublié mon cachet, on l'a laissé à la maison, mais on est parti faire la rupture du jeûne quelque part. Donc, j'ai oublié mon cachet. Le soir, on mange très salé. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Quand on a de l'insuffisance cardiaque, on peut faire beaucoup d'œdème, de rétention d'eau. Et en fait, c'est vraiment cet apport excessif en sel qui va faire qu'on peut décompenser une insuffisance cardiaque. Donc, le moment de l'année où on a beaucoup, c'est au moment des réveillons, de fête de fin d'année. Gros pic d'hospitalisation. Voilà, donc lié à l'alimentation. Donc là, on en revient également au repas de la rupture du jeûne. Ouais. Effectivement, là aussi, voilà. Faut éviter la nourriture trop riche, trop grasse, trop salée, exactement, trop sucrée. Bien sûr. Mais ça, j'ai envie de dire, revenons aux bases, restons simples, que ce soit Ramadan pas. Mangez plus sain, quoi. Mangez normalement, mangez moins calorique, mangez moins, en fait, mangez moins. Des fois, les gens ils disent, je sais pas comment manger tout ça. Moi, j'ai juste envie de leur dire, mange moins. Tu manges trop. Déjà, si certains captent ce message, ce serait pas mal. On n'a pas besoin de manger les quantités qu'on mange aujourd'hui. Voilà, il y a des personnes qui sont sportifs, qui ont des apports caloriques importants, de base, nécessaires, mais une personne lambda, avec peu d'activité physique, sédentaire, elle n'a pas besoin d'avaler 3000 calories par jour. C'est pas vrai. Donc, des fois, voilà. C'est pas parce qu'on fait un repas de moins qu'il faut le compenser dans les 2 autres repas qui restent. Non, faut rester. Et puis, les gens oublient qu'en fait, la faim, entre guillemets, c'est normal. Et c'est-à-dire, le soir, certaines personnes ont eu faim. Toute la journée, elles se disent, oh là là, je me venge, en fait. Donc là, j'y vais à fond. Mais demain, en fait, vous allez avoir faim, que vous ayez mangé beaucoup ou pas beaucoup ce soir. Donc, que vous mangez un repas, entre guillemets, normal ou un repas très riche, le lendemain, aux mêmes heures, vous allez avoir faim. C'est faux de croire j'ai mangé beaucoup, demain j'aurai pas faim. Vous allez avoir faim, d'accord? C'est une réponse normale de votre corps. Et la faim, ça existe depuis toujours, ça a toujours existé, et c'est normal. Vous vivez quand même en France. S'il y a un problème durant la journée, vous pouvez rompre votre jeûne, manger tout ça. Mais le soir, vous allez manger tranquille, serein, no stress. Alors le jeûne et la désorganisation de l'alimentation ont un triptyque qui s'appelle reflux, ballonnement et constipation. Oui, alors reflux, c'est quand même fréquent ça. Mais j'ai envie de dire, là je vais tourner en rond, mais on va faire passer le message aujourd'hui, Philippe. Vous mangez trop. Vous mangez trop. Parce que le reflux, pareil, je sors du cadre du Ramadan. Je veux dire,
qu'est-ce qui va favoriser le reflux? Le reflux, souvent d'ailleurs chez les gens, c'est la nuit. Oh là là, je m'allonge. C'est quand ils sont en position allongée. Ah, ouais. Mais vous avez l'estomac rempli comme pas possible. D'accord? Il n'y a même pas le temps pour que ça passe au niveau des intestins. Vous êtes déjà en position allongée et il y a tout qui remonte. Qui plus est, pour certaines personnes, parce que faut savoir que le surpoids, la graisse abdominale, ça joue sur le reflux. Hein. Si vous mettez une bouée de 10-15 kilos sur le ventre, ça appuie. Donc si vous avez ça, plus vous avez un estomac rempli comme ça, et plus vous vous allongez, c'est normal qu'il va y avoir des reflux. Donc essayez de manger moins, essayez de bouger un petit peu peut-être. Après, je dis pas de faire un marathon, mais des fois c'est bien d'aller faire une petite marche. Voilà. Aujourd'hui, je pense que c'est pas trop tard la rupture du jeûne. On peut se dire, allez, je prends 15 minutes, je vais prendre un petit peu l'air, je marche, je m'allonge pas tout de suite. C'est pas, je mange, je suis crevé, je me mets sur le canapé, je mets les jambes comme ça, et puis non, là vous allez avoir des reflux, hein, même si de base vous en avez pas trop. Donc vraiment là, on reste sur des conseils simples. Si vous mangez moins, déjà vous pouvez limiter le phénomène, mais il y a aussi des choses qui favorisent le reflux. On va en parler. Le café, hein, comme je vous ai dit, il y en a qui vident la cafetière le soir, et le tabac. D'accord ? Tabac, reflux. Donc oui, tabac, café, estomac rempli, position allongée juste après manger. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est pas top. Après, est-ce qu'il n'y a pas des aliments qui sont un peu irritants ou Ça, je pense que non, franchement, parce que c'est comme les histoires d'hémorroïdes, les histoires d'ulcères à l'estomac. Est-ce qu'il y a un aliment qui va favoriser? Non. Souvent les gens pensent, ouais, je vais manger épicé, je vais avoir des hémorroïdes. Ou j'ai mangé du piment, je vais avoir des hémorroïdes. Non, les hémorroïdes, ils sont là. Ils sont souvent là d'ailleurs parce que vous êtes constipé. Et qu'est-ce que je voulais dire, les épices, le piment, c'est juste que ça va faire mal quand ça va passer. Ça va piquer. Ça révèle. Ça révèle. Mais c'est pas ça qui fait pousser les hémorroïdes. C'est pas ça qui fait pousser les hémorroïdes. Et c'est pareil pour les ulcères. Bon, les ulcères, c'est vraiment un autre problème. Mais c'est pas le piment qui va faire que vous allez avoir un bobo à l'estomac. C'est juste que vous avez un bobo à l'estomac. Si demain, je vous mets du piment ou même sur une blessure que vous avez au bout du doigt, vous allez crier. Donc, en fait, c'est pareil. C'est pas l'aliment qui fait. C'est vous avez des choses qui vous ont amené à avoir tel problème. L'alimentation, ça peut vous donner plus d'inconfort en fonction de ce que vous allez manger. Bon, vous l'avez compris, le docteur Walid Mekedem veut que vous mangiez moins pendant ce mois de Ramadan. Et même en dehors du mois de Ramadan. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est peut-être une autre vidéo. Enfin, une autre interview, autre vidéo. Mangez moins et mangez mieux. Voilà. Mangez moins, mangez mieux. Je saurai vous le rappeler tous les soirs. J'espère que vous le rappellerez à l'imam Abdelali Mamoun, ce que vous venez de dire. On va lui faire écouter la vidéo. On va faire des efforts. Je fais des efforts comme vous. J'essaye de moins manger en général parce que c'est vrai qu'on n'a pas besoin de manger autant. Et en plus, qui dit manger beaucoup dit faire beaucoup de gaspillage. Alors par contre, vous mangez lentement et longtemps. Moi, ça va, ouais. Franchement, je suis pas quelqu'un qui vide son assiette en... Non, mais vous mangez lentement. Donc en fait, vous mangez plus peut-être. C'est une observation, ça, que je mange. Ouais. Il m'a déjà vu manger Philippe Robichon. Bah, je sais pas, je m'en rends pas compte, mais c'est vrai que manger vite, c'est pas bon. Hein. Bah, vous allez manger 3 fois plus parce que le temps que votre cerveau il comprenne que vous avez plus faim, vous avez le temps de bien avaler. Hein. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui diffusent l'émission. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci Doc. On s'abonne à votre chaîne. Oui, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Dr Walid Mekedem. 130 000 abonnés déjà. Merci d'avoir été avec nous. Merci Philippe. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.